Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Vous suivez tous, je crois, des discours de divers dirigeants du monde et des représentants des pays du monde qui s'expriment à la tribune des Nations Unies à l'occasion de cette session pour la 80e fois de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Ce qui nous intéresse, et nous évidemment, c'est ce que disent les représentants des pays africains. Et aujourd'hui, nous voulons nous intéresser encore une fois sur les discours des représentants des trois pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Tout d'abord, comme tous les autres pays africains, les trois pays de l'AES dégagent un consensus sur la représentation plus significative de l'Afrique au sein des instances des Nations Unies. Ils réclament, comme tous les autres pays africains, nous avons suivi les allocutions des uns et des autres. Ils réclament la représentation significative des pays africains au sein des instances des Nations Unies. Ils réclament 4 places, 4 sièges non permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et puis 2 places, 2 sièges permanents au sein de la même instance, ça veut dire le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est le premier consensus qui se dégage pour l'ensemble des pays africains. Il y a un autre consensus qui se dégage également, c'est la condamnation des actes de l'État israélien dans la bande de Gaza. Tous les pays africains, sans exception, condamnent l'action militaire d'Israël dans la bande de Gaza, qu'ils qualifient d'ailleurs de génocide. Et ils réclament la reconnaissance officielle de l'État palestinien. Vous savez d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse maintenant, vous savez que tous les pays africains, à l'exception notable du Cameroun et de l'Érythrée, reconnaissent l'État palestinien. Sauf le Cameroun et l'Érythrée. Et maintenant, vous avez vu qu'il y a d'autres pays, naguère, qui s'opposaient à cette reconnaissance, qui commencent à franchir le pas et à suivre les pays africains. C'est le cas de la France, c'est le cas du Canada, c'est le cas du Royaume-Uni, j'en passe, de l'Espagne aussi. Les pays occidentaux qui sont en train massivement de reconnaître l'État palestinien parce qu'ils s'alignent sur la position du continent africain d'appeler à reconnaître officiellement l'État palestinien. Parce que pour eux, la solution dans cette crise qui dure depuis 1948, quand même ça dure depuis longtemps, la solution pour une paix durable, c'est l'existence de deux États. La solution à deux États, l'État palestinien et l'État israélien, bien entendu. Mais là, c'était une parenthèse. Et donc, il y a ces deux consensus. Mais, mis à part ces deux consensus qui sont communs pour tous les pays africains, la particularité des discours des représentants des pays de l'Alliance et des États du Sahel, c'était bien entendu, c'était des discours axés d'abord sur la sécurité de leur pays, cela on comprend. D'abord, il y a une particularité tout de même, c'est que les trois pays, aucun des chefs d'État n'a fait le déplacement à New York. Ils se sont fait représenter par leur Premier ministre. Évidemment, le Premier ministre est également un personnage important au sein des instances de l'État. Mais aucun chef d'État n'a daigné faire le déplacement à New York pour cette Assemblée générale des Nations Unies. On peut comprendre d'ailleurs, puisqu'ils ont d'autres priorités chez eux, surtout concernant la sécurité et les relations difficiles internationales. Donc, ils ont préféré rester et dépêcher leur Premier ministre pour cette Assemblée générale des Nations Unies. On le comprend. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un reproche, mais tout simplement, c'est un constat qu'on a fait, c'est qu'aucun des trois chefs d'État n'a fait le déplacement jusqu'à New York. Mais les discours, justement,
des premiers ministres. On va commencer par le Mali. Nous avons parlé ici des relations difficiles entre le Mali et son voisin du Nord, ça veut dire l'Algérie. Le Mali, on a dit, a porté plainte contre l'Algérie pour l'acte d'agression, l'acte qualifié d'agression par le Mali, lorsque l'Algérie a abattu un drone malien dans la nuit du 31 au 1er avril de cette année. Et donc, le Mali considère que c'est un acte d'agression et le Mali a porté plainte contre l'Algérie devant la Cour internationale de justice. Et dans sa communication, la Cour internationale de justice a indiqué que pour statuer sur cette affaire, il faudrait que l'Algérie reconnaisse la compétence de la Cour, de cette juridiction pour cette affaire. Et le Mali disait bien sûr que l'Algérie n'a pas voulu répondre. Ce qui, pour le Mali, cela était un signe justement de culpabilité. Mais là où se compliquent les choses, c'est que l'Algérie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a indiqué non seulement que la Cour internationale de justice n'a jamais saisi l'Algérie pour ce qui est de cette affaire, mais que non plus, il n'y a jamais eu de saisine. C'est ce que estime Ahmed Attaf. Question. Est-ce que vous avez vérifié votre information? Parce que si vous avez vérifié votre information, et la meilleure manière de le faire, c'est d'appeler les services de la Cour internationale de justice, la CIJ. Et vous aurez très très facilement appris qu'il n'y a absolument aucune saisine de la Cour internationale de justice. Aucune. La Cour internationale de justice n'a jamais été saisie d'aucune demande d'introduction d'instance, comme on l'appelle dans le jargon de la Cour internationale de justice. Ça n'existe pas. Et j'ajoute, sur le plan technique, lorsque la Cour internationale de justice est saisie à propos d'une affaire qui concerne quelque État que ce soit, la première chose qu'elle fait, elle l'informe. Je peux vous garantir que nous n'avons jamais reçu aucune lettre de la Cour internationale de justice nous informant d'une saisine, officiellement. Aucune. Formellement, aucune. Fadli. Alors là, je ne comprends plus rien. Est-ce que quand le Mali a dit qu'il a saisi la Cour internationale de justice, c'était tout simplement un acte de communication politique? Et dans ce cas-là, la Cour n'aurait non plus pas communiqué, puisque la Cour a communiqué en disant qu'il faudrait que l'Algérie reconnaisse la compétence de la Cour dans cette affaire. Or, l'Algérie dit le contraire. Ça veut dire qu'entre les deux pays et la juridiction internationale, il y a une instance qui ne dit pas la vérité. Je ne peux pas vous dire de qui il s'agit. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas entre les trois. C'est un problème de communication ou tout simplement, c'est un problème politique tout court. Mais dans tous les cas, l'Algérie estime qu'il n'y a jamais eu de saisine. Alors que le Mali, justement, affirme le contraire. Ça, on verra peut-être, on pourra savoir à ce qu'il en est un peu plus tard. Mais pour l'instant, justement, le Mali continue d'affirmer que l'Algérie a fait un acte d'agression et qu'il a porté plainte contre ce pays devant la Cour internationale de justice. Le 4 septembre 2025, le gouvernement malien a informé l'opinion du dépôt
d'une requête introductive d'instance auprès de la Cour internationale de justice contre la junte algérienne concernant la destruction du drone. Dans un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, en date du 19 septembre 2025, nous avons appris avec une profonde stupéfaction une allégation suivant laquelle le dépôt de la requête malienne a été motivé par la conférence de presse du ministre algérien des Affaires étrangères intervenue le 13 septembre 2025 et lors de laquelle il niait le dépôt de la requête malienne auprès de la Cour internationale de justice. Nous faisons observer au ministre que le dépôt de la requête annoncée par le Mali le 4 septembre n'a jamais signifié son enregistrement automatique par la Cour internationale de justice. Le Mali rappelle que la diplomatie vise à défendre les intérêts de son pays. En supposant que la plainte malienne ait été déclenchée par sa conférence de presse, l'énergumène d'Alger démontre que sa vision de la diplomatie est de pousser les autres pays à poursuivre son pays devant des instances internationales, devenant ainsi un performant autobuteur populairement appelé au Mali Yabé. C'est troublant. Au passage, le Mali rend un vibrant hommage au ministre des Affaires étrangères de la junte algérienne. En effet, le mensonge corrompant tout, il vient doter toute crédibilité à la version algérienne de la destruction du drone malien. Aussi, nous n'avons point été surpris par la fuite en avant de la junte algérienne qui a refusé de donner son consentement à la compétence de la Cour internationale de justice suite à l'affaire de la destruction du drone malien, craignant ainsi d'être démasqué publiquement comme agresseur et soutien du terrorisme international. Voilà. Pour le Mali, l'Algérie soutient les djihadistes. Ça veut dire les rebelles azawadi dans le nord de son pays. Mais pour les trois pays, justement, parce que nous sommes en train de parler des trois pays de l'AES, pour les trois pays, ils pointent du doigt ensemble d'autres puissances étrangères. Ils disent que les rebelles qui sévissent dans le nord de ces trois pays, en réalité, ne sont que des supplétifs des puissances étrangères. La Confédération AES réitère avec force sa ferme condamnation du soutien ouvert et parfois exprimé publiquement des sponsors étatiques étrangers qui, pour des motifs impérialistes, déstabilisent notre entité d'une part, en mettant à la disposition des groupes terroristes des conseillers, des moyens logistiques et des armes et munitions, d'autre part en leur accordant un soutien politique et en leur offrant des bases arrières situées dans certains pays voisins en violation de toutes les règles internationales. Évidemment, il y a l'Algérie que le Mali nomme, mais il y a également la France. La France, d'ailleurs, auquel le Premier ministre burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo, n'a pas hésité de nommer dans des termes très clairs. Qu'ils apportent à ces criminels. C'est le cas de la France, du régime Macron, dont les médias publics, en plus de la désinformation quotidienne, sont devenus des relais de la communication des criminels, auteurs d'attaques lâches et barbares perpétrées contre de paisibles citoyens. Mais pour ce qui est de la France, par exemple, en parlant du Mali encore une fois, j'ai du mal à comprendre. Parce que vous savez, la guerre dans le nord du Mali ne date pas d'hier. Ça fait longtemps que ce conflit existe. Et nous nous souvenons que en 2014, les rebelles étaient sur le point de prendre la capitale. N'eût été l'intervention de la France. Bien évidemment, vous allez me dire que ce n'est pas juste que le gouvernement d'alors était allié de la France. Oui, bien sûr, je le sais. Mais je vois mal comment la France, qui est intervenue pour repousser les assauts des rebelles en 2014, irait maintenant financer les mêmes rebelles. Peut-être, bon, dans les relations internationales, les alliances se font et se défont, je sais. Mais de là à comprendre que la France va financer les djihadistes qu'elle a combattus hier, j'ai du mal à comprendre. Peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Tout simplement, je dis que j'ai du mal à comprendre.
La France qui connaît également des difficultés avec le Niger. Le Niger. Vous savez d'ailleurs qu'il y a eu ces derniers temps le renvoi respectif du personnel diplomatique. Il y a des diplomates nigériens qui étaient basés à Paris, qui ont été renvoyés, et il y a des diplomates français qui étaient basés à Niamey, qui ont été déclarés persona non grata. Et le Niger a franchi le pas et a dénoncé le partenariat qui existait entre les deux pays, encore, même après le départ de l'armée française, concernant la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Et voilà. Et donc, j'ai compris que pour les trois pays, non seulement ils disent haut et fort, et je le comprends, qu'ils veulent être souverains, qu'ils luttent pour la souveraineté de leur pays, c'est tout à fait à leur honneur, et ils demandent à la communauté internationale de les comprendre et de les soutenir. Ce qui est à retenir donc, c'est que les trois pays n'ont pas tourné le dos, comme nous le disions dernièrement, à la communauté internationale. Ils reconnaissent encore l'ordre international. Ils reconnaissent l'ordre international, ils demandent tout simplement du respect. Et cela se comprend. Mais les problèmes de sécurité, justement, comme ils le disent, ne seront pas résolus tant que les puissances étrangères qui soutiennent les rebelles n'auront pas cessé de le faire. Et là, justement, ils insistent sur leur alliance maintenant. Les trois pays qui forment l'alliance des États du Sahel, qui pour eux, cela va les aider à trouver des solutions communes aux problèmes qu'ils connaissent. Évidemment, on ne sait pas si cela va réussir, mais ils insistent sur leur alliance qui est pour eux une solution pour les problèmes de sécurité également, pour les problèmes de souveraineté. Ils ne disent pas qu'ils forment des alliances avec les pays de l'Est, ce qui est le cas, puisque justement, ils ont des relations normales et d'ailleurs cordiales avec la Russie. J'ai entendu d'ailleurs qu'ils condamnent l'Ukraine dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Ils sont pour la Russie, les trois pays. Ce qui est étonnant quand même, puisque c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Mais là, c'est un autre dossier, je ne vais pas entrer là-dedans, mais on a compris que le Mali, par exemple, ne porte pas dans son cœur l'Ukraine, puisque l'Ukraine a d'une façon ou d'une autre participé à un certain moment à la bataille qui a fait que le mouvement Azawad mette en déroute les mercenaires Wagner que la Russie avait envoyé prêter main forte à l'armée malienne. Et justement, cela crée des conflits crée des tensions d'ailleurs, des difficultés d'ordre diplomatique entre le Mali et l'Ukraine. Après l'attaque terroriste contre une patrouille des forces de défense et de sécurité maliennes du 24 au 26 juillet 2024 à Tinzaouatin dans la région de Kidal, le Mali avait dénoncé cet incident dans son allocution de 2024, ici même, et condamné l'attitude d'officiels ukrainiens qui ont publiquement revendiqué leur participation à la dite attaque terroriste. De ce comportement atypique, nous avons déduit tout simplement que les officiels ukrainiens ont malheureusement confondu la scène internationale et la scène de théâtre. Une année plus tard, la situation s'est accrue avec le régime et le régime ukrainien est devenu l'un des principaux fournisseurs de drones kamikazes aux groupes terroristes dans le monde. Dans ce contexte, certains États occidentaux doivent cesser de fournir des armes à l'Ukraine au risque de contribuer
à la promotion du terrorisme international. Mais comme je dis, cela a été notre dossier, je ne vais pas entrer là-dedans. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que à la tribune des Nations Unies, ces trois États ont insisté sur les problèmes de sécurité, des problèmes d'ordre international, dénoncer les puissances qui soutiennent justement les rébellions et réclamer la reconnaissance, l'appui international à leurs requêtes de souveraineté. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est juste ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.